Vous savez, quand vous regardez un film, une série ou encore un dessin animé à plusieurs, bah y a toujours quelqu'un qui va vouloir vous sortir des anecdotes dessus et complètement vous pourrir votre visionnage. Et bah ce gars-là, c'est moi. Et t'as remarqué que là... Oh mais Tu vois cette scène du début avec le démon? ouais. Bah elle est dessinée à la main et ils ont mis presque 2 ans pour la terminer. Apparemment il a fallu 5300 dessins au total tellement les mouvements de tous les petits serpents ils étaient compliqués à faire. Imagine pendant 2 ans tu dessines que ça. Ah, les dessinateurs ils devaient voir des serpents partout à la fin. Ah, et en tout, le film il compte plus de 80 000 celluloïdes dessinés à la main. Et je sais pas si tu te rends compte, hein, genre le film Bob l'éponge, c'est 15 688 images en tout, en comptant le générique de fin. Mais une image ça peut être composée de plusieurs celluloïdes, du coup c'est pas du tout comparable en fait. Ouais, je sais, j'avais juste envie de parler de Bob l'éponge. Et c'est aussi le premier film de Miyazaki à utiliser des CGI. C'est l'abréviation en anglais pour parler d'effets spéciaux numériques. Leur but c'était de faire une image de synthèse qui ressemble pas à une image de synthèse. Du coup ils ont vraiment pris un soin énorme pour mélanger le numérique et l'animation traditionnelle sans que ça se voit. Pour ça ils ont utilisé différentes techniques. Par exemple dans la scène où apparaît pour la première fois le démon Nago, et non pas Nagi, bah il y a des morceaux d'animation CGI, comme les serpents qui glissent sur le bras d'Ashikata. C'est en fait un modèle 3D qui a été animé et auquel on a donné un rendu de dessin animé, ce qui permet ensuite de l'incruster par-dessus l'animation faite à la main. Et t'as certains plans qui sont aussi intégralement en 3D, comme celui-là. Même la flèche. Pourquoi ils font ça en fait? Bah là par exemple t'as vu comment les serpents c'est extrêmement long à faire en animation traditionnelle. Tu dois dessiner le mouvement image par image. Alors qu'une fois que ton modèle 3D il est fait, t'as juste à l'animer et déplacer la caméra comme tu veux, donc principalement c'est pour gagner du temps. Regarde là par exemple c'est un modèle 3D d'Ashikata qui est utilisé pour garder le personnage uniforme quand il tourne en montant. Après ils ont pas utilisé que de la 3D, hein. Il y a aussi beaucoup d'effets de particules. Il y a aussi des passages où ils ont utilisé du morphing, c'est-à-dire qu'au lieu de dessiner entre deux images, bah, l'ordinateur il va créer des images intermédiaires en les remodelant et en les superposant. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre L'art de Princesse Mononoke aux éditions Glénat. Et tu l'as lu? Bah non, pourquoi? Voilà, et du coup le film c'était un vrai défi technique à l'époque, hein. C'est pour ça qu'il a coûté la somme de 2,4 milliards de yens. Oh regarde, il y a les Sylvains. Et bah tu sais qu'en japonais ça s'appelle des kodama, et traduit littéralement ça veut dire esprit de l'arbre. Et bah du coup bah dans le folklore japonais ils ont l'apparence d'arbre. Mais Miyazaki il a choisi de les représenter par ce design. Et en même temps, bah on le comprend un peu, hein, sinon ça aurait pu perdre un peu les spectateurs quand même. Hein. Alors là tu vois c'est un arbre, et là c'est un sylvain. D'ailleurs la forêt dans le film elle est basée sur l'île de Yakushima qui est située au sud du Japon. C'est une île qui est quasiment recouverte intégralement de forêt et qui est remplie d'espèces d'animaux ultra rares. C'est pour ça qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh la vache. Oh c'est beau quand même hein. Oh il a bon goût Miyazaki. Même si à la base, hein, la première version de l'histoire, elle avait rien à voir avec le film qu'on a là. Dans le scénario initial, écrit à la fin des années 70, bah, l'histoire c'était plutôt une version de La Belle et la Bête, mais très ancrée dans le folklore japonais. Mais bon, hein, elle était quand même pas mal différente. Allez, c'est parti pour le résumé express. Alors on y suit un samouraï qui s'abrite dans une grotte pendant une grosse tempête. Pas de chance pour lui, c'est le repère d'un monstre. Pour ne pas se faire manger, il accepte de livrer en mariage une de ses 3 filles au monstre. Une fois chez lui, sa femme pas trop partante s'enfuit avec ses 2 filles préférées. Entre temps, le samouraï qui a une bonne vie de merde, bah il est obligé de signer un autre pacte avec un esprit maléfique en lui échangeant son âme contre une force démoniaque pour se défendre face à des envahisseurs. Oh bah coucou toi. Perverti par la malédiction, il livre comme convenu sa 3ème fille. Finalement, bah en fait le monstre il est super gentil. Du coup, elle lui promet de l'épouser s'il l'aide d'exorciser son père. C'est alors le début d'un périple semé d'embûches. D'embûches? Mais c'est dégueulasse, pourquoi j'ai dit ça? D'embûches qui conduira la jeune fille à découvrir les qualités du monstre et à l'aimer. Dis donc, il est un peu bâclé ton résumé, non? Ah, attends 2 secondes, faut que je reprenne mon souffle. Hein. Lorsque Miyazaki se décide enfin à réaliser le film au beau milieu des années 90, bah y a un hic. Déjà Disney a entre-temps sorti le film d'animation La Belle et la Bête, et surtout il y a eu mon voisin Totoro, parce que le design du monstre de la grotte il avait inspiré celui de Totoro et du Chabus. Du coup, trouvant le recyclage trop évident, bah Miyazaki il a décidé de tout changer. Et en parlant de changement, à la base il voulait appeler le film Ashitaka Seki. Ashitaka, c'est qui? Bah c'est Ashitaka. Oui c'est moi. En fait, Seki, c'est un néologisme inventé par Miyazaki qui signifie de bouche à oreille. Du coup, en France, on aurait eu un titre dans le style La légende d'Ashitaka. Pause, attendez, faut fêter ça, parce que là, c'est la première fois du montage que je m'entends bien prononcer Ashitaka, et là, j'en pouvais plus. Mais là, vous savez quoi, je me tiens, là, j'en pouvais plus. En plus, la fin d'avant, j'ai bien prononcé, mais là, c'était pour faire la blague Seki qui est nulle. Du coup, en France, on aurait eu un titre dans le style La légende d'Ashitaka, mais le producteur Toshio Suzuki trouvait le titre pas ouf, et il voulait le renommer en Princesse Mononoke. Mais Miyazaki il en démordait pas. Du coup, il a profité du manque d'intérêt de Miyazaki pour les bandes annonces, et il a changé tranquillement le titre dedans en loose day. Autre anecdote sur ce BG de la Night, en 1999, la société de production Miramax a tenté de négocier un accord avec Ghibli pour sortir un doublage américain de Princesse Mononoke. Harvey Weinstein, bon, on s'en fout, co-président de Miramax, il était déjà connu à l'époque pour avoir fortement charcuté des films étrangers, et il avait proposé plusieurs coupes, hein, 3 fois rien, il voulait juste
juste enlevé tout ce qui avait un rapport avec la culture japonaise et son message environnemental. Et bah du coup, notre cher producteur préféré, il a donc clairement indiqué à Weinstein qu'il voulait pas que le film soit surcuté. Comment? En envoyant par la poste à Weinstein un authentique katana auquel était attaché juste une petite note qui disait simplement « pas de coupure ». La vache, on est passé à 2 doigts de se retrouver avec le film Princesse Brenda. Surtout que dans les films de Miyazaki, les noms ils ont une forte importance, ils sont pas donnés au hasard. En kanji, Ashitaka ça veut dire un avenir radieux ou avenir prometteur, qui l'amène en venant en aide à ceux en détresse justement. Le mot japonais Mononoke se réfère à une chose inconnaissable, une force mystérieuse et énigmatique, difficile à voir ou même à comprendre. C'est l'intention derrière l'appellation de Mononoke dans le film. On l'appelle d'ailleurs San, ce qui signifie 3. C'est un nom littéral qui lui a été donné par l'esprit du loup qu'il a élevé. San est son 3e louveteau, et c'est pourquoi ce nom a été choisi. Et tu savais aussi que... Ah bah elle est partie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Si c'est le cas, vous pouvez me recommander en commentaire des films d'animation à traiter pour une prochaine vidéo, mais aussi liker, partager, vous abonner, ou encore déguster un délicieux aligot de l'Aubrac, composé d'une onctueuse purée mélangée à de la tomo fraîche. Sur ce, je vous laisse et je vous dis...